Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on est avec vous pour une vidéo top 10. Nous sommes présentement en direct du Randolph Pub Ludique à Montréal. Et je suis accompagné de Martin Montreuil qui est aussi un YouTuber à la Société des Jeux. Bonjour David, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta chaîne, la Société des Jeux? Ben oui, c'est une tout récente chaîne. Elle vient d'être mise en ondes à partir de janvier. Donc, on est plus spécialisé. On essaie d'aller chercher des créneaux moins couverts parce qu'il commence à avoir quand même pas mal de reviewers au niveau des board games. Donc, on a parti au début avec des challenges solo. Donc, on faisait de l'adaptation de jeu qui n'a pas de version solo pour pouvoir l'expérimenter. Ça a bien fonctionné, on a eu une belle accueil, on a un peu plus de 200 abonnés, puis on a beaucoup de monde qui participe même à nous faire des propositions, donc ça va bien. Vraiment cool. Oui. Donc ceux qui aiment les jeux solo, là, allez voir la chaîne de Martin si vous voulez voir des adaptations de jeux qui existent déjà mais qui n'ont pas de variante solo à l'intérieur. Exact. Aujourd'hui, on va faire un top 10 sur les jeux de deck building. Avant de se lancer là-dedans, on va vous dire c'est quoi un jeu de deck building? Je me suis posé la même question quand tu m'as demandé. Je pensais que ça allait être simple, mais effectivement, ça a évolué au courant des années. Et maintenant, c'est rendu pas mal plus large que juste un jeu de cartes. Ouais. Donc, deck building, c'est principalement un jeu de cartes. Que les joueurs vont partir avec un paquet de cartes de départ et au fur et à mesure que la partie avance, ils vont acheter des nouvelles cartes qu'ils vont ajouter à leur paquet, puis là, le paquet va comme s'améliorer, puis la partie va avancer. C'est un style qui a été popularisé par le grand-père des deck building Dominion, qui est sorti en 2008, fait que c'est un style de jeu que ça fait même pas 10 ans qu'il existe, mais qui a quand même changé beaucoup, qui a évolué. On voit aussi des jeux qui arrivent avec du dice building, donc on construit une espèce de bassin de dés ou du bag building, donc on a poussé un petit peu le concept un peu plus loin, mais principalement c'est des jeux qui vont jouer avec des cartes. Exact. Pour mon top 10 à moi, je me suis concentré principalement sur les jeux de cartes. Donc j'ai essayé de rester fidèle à la tradition du deck building, même si j'en ai un peu dérogé, mais je me suis posé la question quand je montais mon top 10, je me disais bon ok, est-ce que je l'inclus pas? Il y en a que c'est minime comme amélioration, il y en a que c'est basé sur l'amélioration des jeux de cartes. Donc bien hâte de voir tes suggestions. Ok, mais on va spécifier que c'est un style de jeu que tous les deux on affectionne beaucoup. Oui. Pour ma part, ça vient chercher le joueur de Magic qui était en moi quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je jouais à Magic. J'adorais construire un deck, construire la stratégie, la synergie des cartes ensemble. Donc quand les jeux de deck building, j'ai découvert ça, qu'on faisait notre deck au fur et à mesure que la partie avançait. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé tout de suite. Pour ma part, moi, je suis un peu plus vieux. Magic a été après mon adolescence, donc j'ai pas eu cette vague-là. Par contre, mon premier contact avec Dominion, j'ai fait tout de suite « Wow ». On part tout avec le même jeu de cartes et ça minimise le hasard, puis c'est vraiment de la stratégie de construction. J'ai trouvé ça vraiment génial comme mécanique. Alors, top 10 jeux de deck building, on passe ça. Alors, on va commencer le décompte avec la 10e position. Alors, pour ma part, j'ai eu de la misère à m'arrêter à 10. Fait que je vais commencer mon top 10 avec une mention honorable en 11e position. Et on va y aller avec Mysticville. Donc, Mysticville est un deck building, mais qui a introduit la notion de Card crafting. Card crafting, c'est ça. Pour lequel on va construire des cartes. Donc, on a des sleeves de transparents qui vont s'additionner un sur l'autre pour modifier la force de chacune des cartes. Et c'est un aspect innovateur qui est sorti cette année et c'est un des jeux préférés de ma plus vieille fille. Donc, je tenais à le mentionner. Vraiment cool. C'est vrai que c'est un jeu très original. Puis j'ai hâte de voir cette année à Gen Con, ils ont annoncé les 2 prochains jeux là, qui allaient utiliser le card crafting dans d'autres types de jeux. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est pas une extension de un nouvel univers. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ben, comme tu fais une mention honorable, je vais en profiter pour en ajouter une aussi. Moi aussi, j'avais quand même beaucoup de jeux de deck building sur ma liste, puis j'ai eu de la misère à couper ça à 10. Ouais. Donc, ma mention honorable, ça serait The Big Book of Madness. Donc, un jeu coopératif où on joue des magiciens. Ça ressemble à un univers style Harry Potter.
Les dessins sont magnifiques, c'est une production de Yellow. Donc on a ouvert un livre qui contient des méchants monstres qui sont évadés, puis on doit les combattre pour refermer le livre. On va avoir des cartes qui représentent les 4 éléments de la nature. Et au fur et à mesure que la partie avance, on va acheter des nouvelles cartes pour justement améliorer notre deck. On a les cartes de Madness qui vont venir polluer notre deck. Puis si on en a trop, ben on perd la partie ou on est éliminé. Donc c'est un jeu coopératif vraiment le fun. On a tous des petits sortilèges aussi pour faire des effets. Faire, exemple, jouer un autre joueur pendant notre tour ou mettre des cartes en réserve pour les autres joueurs. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. C'est un jeu qu'on a besoin de beaucoup de communication pour réussir à gagner. Donc, Big Book of Madness, ça va être ma mention honorable. Je l'ai pas essayé encore. Non. Je te suggère. Ben, j'ai vu les vidéos de review et oui, ça m'a donné le goût. Ben, c'est pas encore à ma collection. Alors, pour mon cas, la 10e position, alors j'y vais avec un jeu d'exploration. Alors, on parle ici de Lewis & Clark. Alors, c'est un des jeux, c'est un deck building, mais qui a quand même une notion plateau, déplacement de joueurs, placement d'ouvriers, aller chercher des ressources. Alors, c'est un peu un hybride. C'est pas un jeu de cartes proprement dit uniquement, mais il y a quand même la dynamique est basée sur les cartes. Il faut aller acheter les cartes. Ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est un jeu historique. Donc, chacun des personnages sont vraiment des personnages historiques qui ont existé. On a le pedigree, ça explique chacun des personnages. On en a amené quelques-uns ici, mais on parle essentiellement donc, de l'expédition Lewis & Clark. Alors, c'est les personnages qui ont participé à l'expédition. On a aussi les Amérindiens qui sont présents. Ce sont tous des personnages réels. Même Daniel Boone fait partie des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est chacune des cartes est réversible, donc on les utilise soit pour l'action de la carte en tant que telle ou pour le facteur multiplicatif de l'autre côté de la carte. Donc on a à gérer les achats de cartes versus comment on va les faire et l'offre est disponible à tous. Elle évolue en cours de partie, donc elle change de coût. Et donc c'est ce qui permet de progresser sur la voie des eaux, éventuellement de la montagne, donc pour atteindre le Pacifique. Alors c'était ma suggestion numéro 10 pour Deck Building, Lewis & Clark. Oh, je ne l'ai pas essayé, j'ai juste joué à la version de D. Oh, j'ai pas essayé la version. C'est Discovery, là, la version Lewis & Clark de D. OK. C'est un peu plus léger, je pense, comme jeu. Là. Je pense que oui. Mais c'est un jeu de course aussi. Oui, on a un plateau pour lequel on évolue sur la rivière, donc on doit progresser puis éventuellement atteindre le Pacifique. Fait intéressant, 1803, c'est le gouverneur de l'époque, le président qui était Jefferson aux États-Unis, a acheté la Louisiane de Napoléon, des Français, et il n'y avait aucune idée du territoire. Fait qu'il a engagé Lewis & Clark, puis il a dit allez faire l'expédition, puis dites-moi qu'est-ce qu'il y en est. Il a acheté de quoi qu'il connaissait. C'est pas ce qu'il avait acheté. Et ça a pris toute une expédition. Ils ont besoin de l'aide des Amérindiens pour pouvoir passer à travers. Puis ça recrée cet environnement-là. C'est très intéressant. Cool. Oui. Pour ma part, mon numéro 10, c'est probablement le plus simple dans toute ma liste. C'est Street Fighter Deck Building Game. C'est sorti par Cryptozoic, qui en ont sorti beaucoup de deck building games, dont DC, dont Naruto. Donc, c'est tous les deck building qui fonctionnent avec ce qu'on appelle le Cerberus Engine. Donc, ils ont tous le même fonctionnement. Ils pourraient même être compatibles à la limite ensemble. On pourrait mélanger DC dans Street Fighter, vice-versa. Okay. Ça fait des effets un peu bizarres, mais c'est faisable. C'est les mêmes règlements. C'est un jeu qui est ultra simple parce qu'on a seulement une ressource à gérer. Les cartes vont générer des points de pouvoir qui vont nous permettre d'aller acheter des nouvelles cartes qui vont être disponibles. On a un certain nombre de cartes disponibles sur la table et on va essayer de monter une main, un deck assez fort pour réussir à faire les tableaux dans Street Fighter. Donc un peu comme dans le jeu. Les tableaux, c'est... Les tableaux, c'est une carte avec une certaine difficulté dessus qui est assez haute. Et quand on va réussir à faire un tableau, on va gagner la carte du tableau. Donc elle va s'en aller dans notre deck. Elle vaut beaucoup de points de victoire parce que c'est un jeu que les points de victoire sont imprimés sur les cartes. Donc on veut avoir les cartes. On accumule ces points-là dans notre deck aussi en même temps. Et dans le fond, quand on va affronter le tableau, on va piocher un personnage. Ce personnage-là va nous faire l'effet de sa contre-attaque. Parce qu'on incarne évidemment les personnages de Street Fighter. Et on a aussi, chaque personnage va avoir son super move, là, comme dans le jeu vidéo. Donc c'est une carte que uniquement le personnage peut acheter. Elle va commencer sur notre carte de personnage, mais il faut payer le coût pour pouvoir la mettre dans notre deck. Encore là, tu es à peu près dans le même time frame que ton jeu précédent que tu as parlé, dans le sens que c'était Magic, l'univers de cette époque-là. Ouais, donc c'est ça,
J'aime beaucoup le clin d'œil qu'ils ont fait à l'univers de Street Fighter. C'est un petit jeu de confrontation. On a des cartes qui attaquent les autres joueurs aussi. Il y a un aspect un petit peu plus in your face que les autres de Cryptozoic, mais vu que c'est la thématique Street Fighter, je trouve que ça fit vraiment bien. Un contre un ou à plusieurs? Il peut jouer jusqu'à 5, je pense. Ah, okay. Ça devient quand même long là, si on joue à 4 ou 5, je te dirais. 2-3 joueurs, ça reste un excellent jeu là, de deck building. Cool. Donc mon numéro 10, Street Fighter Deck Building Game. Mon numéro 9, c'est probablement le jeu, en fait c'est le jeu le plus récent de ma liste, donc c'est un jeu sorti en 2017. Oh. C'est un jeu qui est passé par Kickstarter, c'est Viking Gone Wild, qui est inspiré du jeu vidéo, jeu mobile du même nom. On voit la tendance. Ouais, c'est ça, je pense que c'est les deux ça. Okay. Donc Viking Gone Wild, c'était uniquement un jeu de cartes. Donc deck building assez classique, on a notre deck de départ, on achète des nouvelles cartes. Où ce qui est différent, c'est la façon de faire les points. Donc, dans beaucoup de deck building, les points sont imprimés sur les cartes et on essaie de les mettre dans notre deck pour essayer d'accumuler le plus de points. Puis la problématique, des fois, c'est qu'il grossit. Puis on n'a pas besoin de ces points de victoire-là dans notre paquet. Puis le plus il grossit, moins ton deck devient efficace aussi. Donc, dans le Viking Gone Wild, les points vont être faits par des objectifs. Donc, on va avoir des objectifs personnels qu'on va devoir réaliser dans un tour et on va faire des points quand on va les réaliser. On va s'avancer sur une petite piste de points pour savoir on est rendu à combien. À certains moments sur la piste de points, on va même gagner des cartes spéciales qui sont très puissantes. Fait que, exemple, des achievements sur la piste. Exemple, quand tu es rendu à 5 points, tu gagnes une carte spéciale. Quand tu es rendu à 10, etc. Ces cartes-là, c'est vraiment des cartes très puissantes qui vont vraiment changer le cours de la partie. Fait que souvent, de se dépêcher et d'aller le plus vite possible, chercher ces cartes-là. La carte que tu prends rendue à un numéro, est-ce que ça enlève la possibilité à l'autre de prendre la même carte? Oui, donc c'est un petit deck qui est séparé, qui sont les cartes uniques. Je pense qu'il y en a 2 disponibles. Tu as choisi une des 2 qui sont là, qui sont présentes. OK. Après ça, arriver en premier. Oui, parce que ces cartes-là vont vraiment changer la partie. Et aussi, on va avoir des bâtiments qu'on va construire. Dans le fond, c'est des cartes qui vont rester devant nous autres, qu'eux s'en iront pas dans notre deck une fois qu'on va les avoir achetés. Okay. Ces bâtiments-là, il y en a qui génèrent des ressources, il y en a qui vont donner des habiletés, comme augmenter notre main de carte, ce qui est très pratique dans un deck building. Oui. Et on va avoir des cartes qui vont avoir de l'attaque. Donc, on va aller attaquer les bâtiments de nos adversaires. En les attaquant, on va marquer des points, mais on les détruira pas. Donc, ça réduit pas sa valeur de point de victoire. Non, c'est ça. On n'enlève pas la carte à notre adversaire. Donc, c'est pas. Le but, c'est d'attaquer, mais c'est pas in your face. Okay. Ceux qui n'aiment pas le in your face, c'est pas à s'inquiéter avec ce jeu-là. Un petit défaut de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a aucune carte pour enlever des cartes de notre deck. Ah. Donc souvent, les cartes de départ, on veut s'en débarrasser. C'est les premières cartes que je vais chercher, moi. Parce que j'ai un problème. Ça fait qu'à la fin de la partie, notre deck est rendu vraiment gros, vraiment, il est moins performant. Fait que ça fait que la partie s'étire un petit peu parce qu'on a des tours moins efficaces. Okay. Donc ça, c'est un petit point négatif. Le visuel du jeu est écœurant, donc les dessins sont vraiment beaux. Ça, j'ai vu, donc ça, c'est très bien réussi. Fait que c'est mon numéro 9, Viking Gone Wild. OK. Ben pour ma part, c'est un jeu un peu plus vieux. Donc, toi, tu parlais de 2017. Moi, c'est un 2011. Donc, et c'est un petit jeu peu connu, mais par contre que j'affectionne particulièrement. Mon numéro 10, c'est un jeu d'expédition. Et j'ai un ami Stéphane qui a récemment fait une présentation sur ma chaîne. Et une fois par année, on se book un trip. Fait qu'on part en camping dans le bois pendant 5-6 jours et on se traîne un jeu de société, mais on essaie d'avoir de quoi d'assez portable. Ouais. On avait commencé avec Dungeon Twister, mais il y avait des tuiles, il y avait un paquet de trucs, fait que c'était un peu compliqué. Fait que je cherchais un jeu de cartes et j'avais opté pour ce jeu-là. C'est un deck building et c'est un petit jeu fait chez Fantasy Flight Games. OK. 2011, ça te dit rien? Non. Non, c'est ça. Probablement que tu ne connais pas, mais il est peu connu, mais il mériterait à être connu. Alors, on parle de Rune Age. Oh. Rune Age, c'est un jeu de cartes dans l'univers de Descent, le même univers que Runbound. C'est un univers fantastique, médiéval. Oui, mais les mêmes personnages. Tout. Okay. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. La particularité du deck building, c'est qu'on a tous une baraque avec un peuple différent. Un va avoir les nains, l'autre va avoir les elfes, l'autre va avoir les orques, on peut faire des morts-vivants, il y a un paquet de... Et nos cartes d'armée qu'on construit sont personnelles à nous.
Donc, on a tous une série de soldats qu'on peut renforcer notre armée, mais notre deck building, on le fait avec pas des cartes communes, mais bien des cartes personnelles à notre armée. Et on a également des villes à influencer, donc à conquérir, qui eux sont communes, ainsi que des cartes des mercenaires qui sont là pour tout le monde. Donc, on va avoir à construire notre armée avec nos propres objectifs et aller chercher des cartes communes au niveau pour renforcer notre deck. Et la particularité aussi, c'est qu'on a plusieurs types de... On va se déterminer un scénario. Le scénario va être sur une série de cartes. Donc ici, j'en ai une. Et on va le faire conjointement. On peut le jouer certaines parties en coopérative, certaines parties en confrontation. Il y a un mode solo, il y a un mode... le premier qui réussit, genre course. Donc il y a plusieurs types de modes selon le deck qu'on va choisir. Et mais le reste, c'est somme toute assez classique. Donc on a des personnages avec des défenses et des attaques particulières, mais la combinaison des cartes sont intéressantes. Et on a des villes. Les villes ont des points de défense et ont également des points d'influence. Donc on a 3 ressources à gérer, la force, l'art, comme les bons vieux deck building pour acquérir notre armée. Et donc on parle de la force des armées, l'art pour pouvoir acquérir les armées et les points d'influence. Donc les points d'influence qu'on va chercher dans les villes vont nous permettre d'aller chercher des personnages extérieurs à la ville. Donc bien pensé, une belle dynamique, ça se joue rapidement. Sincèrement, moi, c'était mon coup de cœur qui, à chaque fois que je le ressors, je me dis, mon Dieu que c'est le fun. Donc j'aime bien le ressortir, malgré le fait qu'il date. Mais il est peu connu, à chaque fois que je le sors, personne n'a entendu parler. Pourtant, c'est fait chez Fantasy Flight Games. C'est une grosse compagnie. Mais si vous voulez faire une belle découverte, mon numéro 8. 9. Mon numéro 9, c'était Room Age de Fantasy Flight Games. Alors, on est rendu au numéro 8. Alors, mon numéro 8 pour le deck building, j'y vais avec, pour mon cas, un classique, malgré le fait que je ne sais pas si tu as déjà joué. Alors, tout le monde va reconnaître le petit symbole ici pour de... Tu connais pas? Non, je ne connais pas. Thunderstone. J'ai entendu parler beaucoup, par exemple, mais j'ai jamais joué. Thunderstone a eu une première version qui a eu plusieurs extensions. Classique deck building, affrontement de monstres. Donc, on voit que je suis quand même beaucoup dans cet univers-là. Et pour ma part, j'ai été avec la Advance, qui est celui qui a été ajouté avec un plateau de jeu. Sensiblement le même univers, mais on a ajouté un petit peu au niveau du plateau. Le plateau est réversible. D'un côté, on a la forêt, de l'autre côté, on a les donjons, les cavernes. Donc, on a un deck building assez classique pour lequel on a un village, on peut aller chercher des villageois, on peut aller chercher des items, on peut aller chercher des sorts, on peut aller recruter des héros. La particularité du jeu, c'est qu'il y a 4 héros disponibles, on peut aller les recruter à plusieurs reprises, et les héros ont des... je vais vous en montrer un exemple ici. Donc on a un dwarf qui est un thief, et on a des levels, donc on peut avoir de niveau 2, de niveau 3, de niveau 1, 2, 3, même avec 4 avec l'extension. Donc on peut, en conquérant des monstres, on va chercher des points d'expérience, et en dépensant les points d'expérience, on va pouvoir faire un upgrade de nos héros. Donc c'est le même personnage, mais il est plus puissant, et ses attaques deviennent plus intéressantes. Et il y a beaucoup de combinaisons possibles entre les héros. Les magiciens vont aider les autres, et donc il y a une dynamique en construisant votre deck d'aller faire des personnages qui vont être compatibles. Même chose avec les personnages secondaires qu'on va aller acheter. L'autre aspect aussi, on doit gérer la lumière, parce qu'on va rentrer en forêt, c'est sombre, on va rentrer dans les cavernes, c'est encore plus sombre, donc plus on va pénétrer profondément pour aller conquérir les monstres qui sont présents, plus on va avoir besoin de lumière pour pouvoir ne pas subir de malus quand on fait nos attaques. Donc, il faut avoir de la force pour rentrer dans le donjon, mais également de l'éclairage, sinon notre attaque va être diminuée d'autant. Donc, on a cette double capacité-là à gérer en partie. Alors, pour ma part, j'ai adoré, j'ai plusieurs extensions que j'ai été chercher. Et récemment, il y a eu une campagne Kickstarter pour le Quest. C'est un peu ce qui manquait, là, c'est l'esprit campagne. Parce qu'on fait une partie, on est content, on a fait une belle construction, mais on doit repartir à zéro à chaque fois.
Je pense que Est-ce que tu l'as supporté? Non, même pas. Non? J'ai attendu. Non, je ne l'ai pas supporté. Non, c'est ça. Mais bon, je connais la dynamique, tout ça, c'est sûr que je vais l'acheter, mais. Il va arriver ça. Ouais, c'est ça. Il va arriver en magasin, je vais aller le chercher. Donc, pour ma part, Thunderstone, mon numéro 8 de Deck Building. Super. Mon numéro 8, t'en as parlé tantôt. Oui. C'est Mystic Vale. OK. Donc, Mystic Vale, le jeu de card crafting, on va améliorer nos cartes et après ça, elles vont Je venir. savais que tu avais des bonnes réponses. Dans notre deck, là, je t'ai préparé. Ouais, c'est ça. Elles vont venir dans notre deck. C'est un jeu avec une thématique druidique. Ouais. C'est pas sa force, la thématique. Là. Ça pourrait être dans n'importe quel univers. C'est mais- vraiment esthétique, plus que. Ben, l'esthétique est superbe. Les vraiment. dessins ils sont très très beaux sur les cartes. Autant les cartes transparentes qu'on va placer, les cartes qu'on va recruter aussi. J'avais peur en achetant ce jeu-là que le matériel soit de faible qualité, qu'après une couple de parties, ça commence à se briser. Et c'est tout le contraire. Donc les plastiques qu'ils nous ont fournis Faut même plastifier de chaque très solides. Les sleeves transparents avec des petits protecteurs qu'à force de jouer vont s'enlever tout seuls. Donc il n'y a rien qui est abîmé encore. Donc vraiment chapeau ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu-là. Moi, c'est la sleeve de la carte qui commence à ouvrir à force des rentrer ou des sortir. Mais ça, ils ont quand même mis une coupe Oui, il y en de a rechange. plusieurs, ouais, c'est ça. Donc, quand même bien réussi côté matériel. Le jeu est très innovateur, donc d'avoir ce système-là de construire les cartes. J'aime aussi l'aspect pusher lock qu'ils ont mis dans ce jeu-là. Ouais. Ce qui est peut-être pas ce que tout le monde a apprécié là, dans le jeu. Là. Puis même des fois, t'as tout intérêt à la pousser pour dire au pire, je vais Faire rouler ton deck un peu. Faire rouler ton deck, enlever tes mauvaises cartes, puis au tour suivant, t'as quand même un bénéfice de l'avoir parce que t'as un mana de plus qui s'ajoute. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. Parce que dans le fond, dans le jeu, on fait notre espèce de champ. Donc, on met des cartes sur la table jusqu'à temps qu'on ait 2 symboles de pourriture puis un troisième sur notre deck. Pourriture. Je Ouais, je pense n'utilisais que pas c'est ce ça. terme-là, mais Je pense oui. que Oui, ben en anglais, ouais, ça. Puis, dans le fond, on va jouer avec les cartes qui sont dans notre champ, mais si on veut, on peut pousser notre chance. Mais si on tombe avec un 4e symbole de pourriture, on perd notre tour. Sauf si on a des arbres. Ouais, sauf si on a des petits arbres verts qui peuvent canceller ces symboles-là. Fait que là, on peut construire nos cartes en conséquence. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça rajoute Oui, ça rajoute plus de hasard dans le jeu, mais je pense que ça se gère très bien. Là. C'est pas un jeu qui dure nécessairement très longtemps. Mais tu non te poses plus. quand même la question, je tourne ça à la prochaine carte. Ouais, ça a même petit thrill Oh, oui. dans le game. Puis j'ai 5 cartes, puis de jouer avec ces 5 cartes, c'est correct, mais de dire j'en prends une 6e parce que je suis sur le bord de. Puis tu sais que des fois, tu regardes l'offre du marché, puis tu te dis ben, j'ai pas assez d'argent pour acheter de quoi. De toute façon, ouais, c'est ça. je vais tenter ma chance. Exact. Puis à la fin du jeu, les combos de cartes qu'on fait, des fois on joue la moitié de notre deck, on a un deck de 20 ou 30 cartes. Puis des fois on peut jouer comme 12 cartes dans le même tour parce qu'on a des cartes qui annulent des arbres, on a des cartes qui font défausser d'autres cartes. Ben, l'aspect intéressant du jeu, tu sais, tu disais à la fin on se ramasse avec un gros jeu de cartes. Pas dans lui, on a toujours Non, le même nombre de exactement. cartes parce qu'on les sleeve. Donc on en joue 3 du coup quand on a sleevé 3 cartes dans le même. Fait que, donc c'est intéressant pour ça. Ouais, ça c'est le fun parce que c'est vraiment l'aspect construire les cartes. Les cartes s'améliorent, mais on reste avec la même quantité de cartes dans notre deck. Fait que le deck roule quand même assez rapidement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce système-là de card crafting dans les prochains Ouais, je pense que jeux ça à a un venir. bel avenir. Ouais. Donc c'était mon numéro 8, Mystic Vale. Très bon. Mon numéro 7, c'est un autre jeu coopératif de deck building. Tu sais, j'aime beaucoup les jeux coopératifs. C'est une mécanique qui se ferait bien. Ouais. C'est le jeu Shadowrun Crossfire. Donc Shadowrun, ça se passe dans l'univers de Shadowrun qui est un RPG. Je le cherche depuis 1 an. Puis... Pas vrai? Oui. Il est plus trouvable? Non. Ben, non, il est out of print, je pense. Donc Shadowrun Crossfire. L'univers de Shadowrun, quand j'étais adolescent, j'ai joué un peu au jeu de rôle à quelques reprises. Donc c'est un univers style futur où la magie est revenue. Donc on a la magie, la technologie qui cohabitent en même temps. Donc c'est un jeu dans lequel chacun va avoir un personnage, on va avoir un deck de cartes de départ selon la classe qu'on va avoir choisie. On va choisir une mission ensuite. On va à chacune des rondes, dans le fond, placer des ennemis devant chacun des joueurs et on doit gérer ces ennemis-là, jouer des cartes avec différents symboles pour pouvoir accomplir les défis sur les cartes d'ennemis pour éventuellement vaincre tous les ennemis avant qu'ils nous tuent. L'aspect coopératif fonctionne bien. Oui, dans le fond, le tour de jeu se fait en ordre
horaire comme d'habitude, mais on peut essayer de gérer les crises. Bon, ton ennemi est plus fort, donc on va essayer de le battre avant que ton tour arrive, parce que tu peux jouer les cartes sur l'autre. Ton ennemi va t'attaquer juste à la fin de ton tour à toi. Fait que oui, tu peux jouer les cartes sur les ennemis des autres. Okay. Donc l'ordre dans lequel on va jouer les choses va être important. Donc il y a quand même des discussions intéressantes qui sont faites pour ça. On va gagner de l'argent en battant les ennemis. Avec cet argent-là, on va acheter des nouvelles cartes qui sont disponibles au marché commun. Et aussi un aspect campagne, évolution de personnages dans le jeu. C'est ça qui m'intéresse. Donc on va gagner de l'expérience avec nos personnages. En gagnant de l'expérience, on va pouvoir s'acheter des petits collants qu'on va mettre sur notre fiche de personnages qui sont des améliorations permanentes. Ça peut être de commencer la partie avec une carte plus forte déjà dans ton deck. Donc, tu joues une fois le jeu ou je sais qu'il joue à maintes et maintes et maintes reprises. Donc, si tu veux améliorer tes personnages beaucoup pour réussir à faire les dernières missions qui sont plus difficiles, il faut que tu refasses la même mission comme 10 fois là, pour gagner beaucoup d'expérience. Okay. Là, tu améliores ton personnage. Petit défaut, il n'y avait pas beaucoup de variété de missions. Je sais qu'ils ont fait quelques extensions, 1 ou 2, là, pour ajouter des missions. Mais dans le jeu de base, là, ça manquait. Là, je pense qu'il y avait juste 2 ou 3 missions que tu pouvais faire. Fait que là, tu faisais la première 10, 15 fois. Après ça, j'étais assez fort. Je vais aller faire la deuxième. Ben, ça devient un petit peu redondant. Mais le système du jeu est très bien fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé cette année, ils allaient faire le jeu Dragonfire. Tu m'en as parlé. Qui est le même système que Crossfire, mais dans l'univers de Donjon Dragon. Que j'affectionne. Que moi aussi, j'affectionne beaucoup plus que l'univers de Shadowrun. Donc, je vais l'attendre avec impatience, Dragonfire. Et moi de même. Oui, vu que tu peux pas trouver Crossfire. Ah ouais, je vais me rabattre dessus, c'est sûr. C'était mon numéro 7, Shadowrun Crossfire. Excellent choix. Je l'ai pas mis parce que j'ai pas joué, mais j'ai eu des bonnes critiques, puis comme je te dis, je le cherche depuis un an et je l'ai pas trouvé. Pour ma part, lorsqu'on s'est parlé pour les deck building, tu me dis, bon, j'ai dit, bon, c'est une mécanique très connue. Tu me dis, ben, des gamers, oui, mais du monde qui joue en général, pas tout le monde connaît la mécanique. J'étais un peu surpris, puis tu me dis, ben, il y a un jeu qui a popularisé un peu cette mécanique-là, et il s'agit de mon numéro 7, qui est Harry Potter. Alors, j'ai des fans d'Harry Potter à la maison. Tous les Noëls, on se tape tous les films depuis la sortie, donc on a dû les voir 40 fois chaque film. Ils connaissent toutes les répliques. Donc, de jouer une carte avec un sort Allo Mora, ils savent exactement qu'est-ce que ça veut jouer. Ils adorent le jeu. Par contre, je l'ai présenté à mes 2 filles et à ma blonde qui joue rarement, mais de temps en temps, elle n'aime pas des jeux avec des longues explications, puis elle aime de quoi d'assez simple. Puis le jeu est évolutif. Ce qui est le fun, pour quelqu'un qui veut débuter dans la mécanique des deck building, c'est vraiment un jeu idéal pour ça. En plus, si vous connaissez l'univers d'Harry Potter, posez-vous pas la question, allez-y. C'est réparti sur 7 films, les 7 livres, et chacun des épisodes a une boîte particulière. Et lorsqu'on ouvre la boîte, il faut avoir fini la saison 1 pour pouvoir passer à la saison 2. Et là, on a des règlements qui vont s'additionner. Donc, le jeu va évoluer, va se complexifier au cours des parties. Donc, on ne donne pas tous les règlements au début. Donc, quelqu'un qui veut vraiment partir au début, il part avec ça. Et à chaque partie, il va les apprendre. Et les personnages, on commence avec un Harry tout jeune au début. Et il va prendre de l'âge avec les parties. Donc, il va avoir un montant en puissance également. Donc, chacun des personnages, on a 4 personnages. Je joue de 2 à 4. Je pense qu'on peut jouer à... C'est un choix coopératif, on peut jouer au 17. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, on va évoluer ces personnages-là. On va avoir à combattre des méchants. C'est assez standard comme jeu. Par contre, il y a quelques surprises. En ouvrant les boîtes, vous allez découvrir des surprises. Je ne vous les dirai pas. Pas de spoiler. Mais non, ma fille a bien aimé. À chaque fois, elle a hâte de pouvoir débloquer une nouvelle boîte pour trouver des nouveaux équipements. Donc, quelqu'un qui veut commencer dans la thématique fanatique d'Harry, c'est une découverte et je vous la suggère pour mon numéro 7. Oui, je l'ai joué aussi avec des amis qui l'ont acheté. Oui. C'est sûr que pour des joueurs d'expérience, tu sais, ils suggèrent dans les règles, je pense, commencer au 3e. 3 ou 4e boîte déjà, parce que bon, les règles de base, vous allez être habitué à ce genre de choses-là si vous avez déjà joué à des deck building. Mais comme jeu familial, comme introduction, c'est vraiment parfait la manière qu'ils ont bâti le jeu. Justement, avec l'évolution des règles, ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile aussi. La dernière bataille, le 7e livre, est assez épique. Je me suis pas rendu là.
Donc, je dirais pas de spoiler, mais c'est toute une bataille. Là. OK. Contre, non, on peut pas le dire contre qui. Contre celui, on ne doit pas prononcer le nom. Et voilà. Donc, c'était mon numéro 7 pour des deck building. Alors, on poursuit avec mon numéro 6. En 6e position pour les deck building, j'y vais avec Pathfinder, adaptation carte. T'es d'accord? Oh oui. OK. Donc, The Adventure Card Game. Alors, ils ont pris l'univers de Pathfinder, ils en ont fait un jeu de cartes. Puis en plus, un jeu de cartes deck building. Alors, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, OK, comment ils vont faire pour adapter vraiment un role-playing avec un jeu de cartes, mais c'est somme toute très bien réussi. Donc, on est encore une fois, dans mon cas, dans l'univers Heroic Fantasy. On dirait que t'aimes ça t'aime bien. Ben, ouais, un peu, quand même. Ben, c'est ça. Je suis un ancien de AD&D, puis ça a resté. On a tous commencé là. Hein? Oui, mais moi, avant toi. Moi, j'ai le livre orange original. Première édition? Oui, oui. Moi, j'ai commencé à la deuxième. Même pas si peu. Hein? OK. Commencé de bonne heure, d'abord. Oui, j'avais 8-9 ans quand j'ai commencé à jouer. OK. Oui, Pathfinder, on incarne des héros. Donc, on a plusieurs héros disponibles. Il y a des add-ons aussi disponibles pour pouvoir personnaliser notre deck héros. Et chaque héros a des compétences. Donc, il y a une série de compétences qu'on retrouve dans des jeux de Donjons Dragons standard, donc l'intelligence, la force, la dextérité, et on doit faire des jets. Donc, la particularité du jeu vient du fait que également on joue avec les cartes, mais on a aussi des jets de dés à faire. Donc, on reste dans l'esprit vraiment du Dungeon & Dragon, et on a des jets de compétences selon les compétences de nos héros. On peut aider les compétences en rajoutant des items, donc on peut également en coopératif aider les autres. Et on a une série d'emplacements disponibles devant nous. On dispose d'un nombre de tours de 30 tours pour aller dénicher le vilain qu'on a à trouver dans nos cartes. Donc, c'est vraiment une course contre la montre. Puis ça, c'est quand même omniprésente. Il y a des scénarios qu'on a fini comme au dernier tour, deux tours avant. T'aimes ça avoir des fois un magicien qui va rajouter 2-3 cartes dans le truc parce que ça l'aide. Sincèrement, c'est présent, la pression du temps. On doit explorer ces paquets-là, trouver les bons personnages qu'on doit trouver. Ils ont la possibilité de se sauver en plus, il faut fermer des portes. Donc, il y a une belle dynamique de coopération à faire pour pouvoir venir à bien des missions. Les personnages évoluent. Donc, d'une mission à l'autre, les équipements qu'on va aller récupérer en jet de dés, on va les conserver pour pouvoir faire nos prochaines parties. Donc, très bel aspect campagne qui est vraiment, vraiment cool. On dirait le thrill quand tu joues à ce jeu-là, le thrill de OK, j'explore le paquet de cartes, puis mon Dieu, je trouve une arme vraiment forte, il faut que je réussisse mon jet pour la gagner. Même si des fois ça va à l'encontre de ta mission, tu dis non, je la veux parce que je veux l'avoir dans mon paquet. C'est vraiment le même feeling que quand on joue à un jeu de rôle puis qu'on trouve une épée pour son personnage, une épée très magique. Donc on a le même feeling dans ce jeu-là, c'est vraiment bien fait. Oui. Puis bon, l'autre aspect assez intéressant, c'est le nombre de cartes qu'on a en main, c'est nos points de vie. Donc, la journée qu'on vient pour piger une carte et qu'on n'a plus de carte, c'est la fin de notre personnage. Donc, on a à gérer nos cartes de façon efficace pour dire on va conserver nos points de vie. Puis quand on est obligé d'en sacrifier pour aller faire des accomplissements, on se pose tout le temps la question, je vais-tu me rendre à la fin, j'ai-tu assez de points de vie, je vais-tu sacrifier une carte parce que là, j'en ai moins en main. C'est une belle réussite. Somme toute, l'adaptation role-playing pour un jeu de cartes en deck building, chapeau. Alors, mon numéro 6 pour deck building, es-tu d'accord? Oh oui, Pathfinder. Pathfinder, c'était mon numéro 6. Ça se pourrait qu'on en reparle tantôt. Allons voir. Pour moi, mon numéro 6, c'est un jeu avec un titre assez bizarre. C'est Super Motherload. C'est un jeu à thématique de creusage, de minage. On va avoir un plateau qui va correspondre à un endroit qu'on va aller faire du creusage dedans. Et on va avoir des pierres précieuses qui sont cachées, des petites tuiles qui représentent des morceaux de terre et tout ça. Donc, à notre tour, on va jouer nos cartes et on va creuser dans le plateau. On va enlever des tuiles, gagner des pierres précieuses, tout ça. On va pouvoir s'acheter des nouvelles cartes pour rajouter à notre deck qui vont être plus efficaces, qu'on va pouvoir mieux creuser dans les tours suivants pour aller chercher le plus d'affaires sur le plateau possible. Ce qui est vraiment le fun dans le jeu, c'est la manière de faire les points. Donc, on va essayer de faire des objectifs qui sont à court terme et à long terme.
Donc, on va avoir des objectifs à court terme sur la table. Ça peut être de creuser un certain nombre de tuiles de telle couleur ou d'aller chercher un certain nombre de gemmes dans le même tour. Donc, des objectifs que tu peux réaliser en l'espace d'un tour. Donc, si tu le réalises dans ton tour, tu le gagnes automatiquement. Il va valoir des points à la fin de la partie. Okay. On va aussi avoir des objectifs à la fin de la partie, donc le joueur qui a ramassé le plus de telles choses. Donc on peut viser aussi ces objectifs-là pour nous donner des points. Ils sont connus de tous. Ils sont connus de tous au début de la partie. Les objectifs à court terme, il y en a un certain nombre sur la table. Quand ils sont faits, on les rafraîchit, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Le fait d'avoir un plateau, des choses qui se passent sur un plateau, en plus de gérer nos cartes, notre deck qu'on construit, c'est vraiment le fun aussi. Donc je trouvais ça original. La thématique est quand même cool. C'est accessoire ou bien interprété? Non, je pense que c'est bien utilisé d'avoir les plateaux. Dans le fond, le jeu, comme on creuse tout le temps en profondeur, on descend dans le plateau. Quand on descend dans le plateau. C'est comment ça, on descend dans le plateau? Ben, le plateau, on creuse. Fait qu'on part d'en haut, on creuse. Fait que là, on va enlever des tuiles, on va descendre, on va enlever des tuiles, on va descendre. Okay. Quand on arrive à la fin du plateau, on va en rajouter un deuxième. Okay. Donc, on continue de creuser plus creux. Okay. Après ça, on va en rajouter un troisième. Ah bon. Donc, on va avoir plusieurs profondeurs dans le plateau. Donc, c'est un jeu plein de profondeur. C'est un jeu avec beaucoup de profondeur, c'est bien dit. Donc, Super Model Load, j'ai pas joué souvent à ce jeu-là, mais quand je l'avais essayé, j'avais trouvé vraiment cool, vraiment original aussi là, d'avoir l'interaction plateau et carte en même temps là, dans un jeu de deck building. Je pense aussi que ça devient un petit peu la mode là, de mixer les mécaniques. Oui, d'avoir le deck building qui est plus nécessairement le centre d'un jeu, mais une des mécaniques dans un jeu. Je pense que c'est un bon exemple dans Super Model Load. C'est un jeu qui a été fait par Roxley Games, compagnie canadienne. Oui, qui font du très beau matériel. Exactement, qui ont fait des Kickstarter comme Santorini. Santorini est un bon exemple. Brass, qui ont fait oui, ils viennent de rééditer, oui. Donc, vraiment une compagnie qui fait des bons jeux, du bon matériel. Donc, Super Model Load, mon numéro 6. Pour mon numéro 5, j'ai choisi un jeu qui se passe dans l'univers de Donjons Dragons. Oh, surprise. Oh, un univers qu'on aime beaucoup. Donc, c'est Tyrant of the Underdark. Oui. Ça nous transporte dans l'univers des elfes noirs, dans les profondeurs des terres. Donc, on va avoir un plateau dans ce jeu-là. On va avoir un mélange avec du contrôle de territoire et du deck building. Donc, on va avoir un deck de cartes. On va avoir des ressources pour acheter des cartes, évidemment, mais on va avoir des ressources aussi pour attaquer. On va pouvoir, en attaquant, aller placer nos petites troupes sur le plateau et contrôler les territoires. Les territoires qui vont nous donner des points ou des avantages, plus on les contrôle. On va avoir des points aussi à la fin de la partie, évidemment. On va aussi pouvoir attaquer directement le joueur adverse en tuant ses troupes qui sont sur le plateau avec nos points d'attaque. C'est un jeu qui est très in your face. Donc ceux qui n'aiment pas les jeux, que justement la confrontation est très directe et très vicieuse, mais je pense que ça fit beaucoup avec le thème des elfes noirs. Ouais, pas de merci. Donc les elfes noirs dans Donjons Dragons, c'est ça. C'est tout le temps la dague dans le dos de ton meilleur ami. Donc je trouve que l'esprit du jeu, la thématique choisie est très bien. Donc c'est sûr que les gens qui connaissent moins l'univers de Donjons Dragons ou moins l'univers des elfes noirs, ça va être une thématique plus ou moins intéressante pour eux. Mais pour des connaisseurs, des fans de Donjons Dragons, c'est vraiment un beau petit clin d'œil. Les cartes, le visuel est très beau, donc ils ont pris vraiment des bons artistes, les dessins, tout ça. Ça me rappelle les dessins qu'on voit dans nos livres de jeux de rôle. Donc très, très bien fait. Tout ça. Le plateau est pas super beau. Les jetons aussi d'armée, c'est pas très... quoi le plateau? Ça représente la forêt? Ça représente le Underdark. C'est vraiment un plateau avec des petites cases puis des petits chemins. C'est vraiment pas très accessoire. Ouais, c'est pas très attrayant. Il aurait pu faire un plus bel job pour faire un plus beau plateau. Mais ça reste un jeu très efficace. Donc ça aussi, encore une fois, c'est un hybride. On a pris un deck building, on a pris du contrôle de territoire, on a mélangé ça ensemble. Ça fait vraiment un bon résultat. La version française s'en vient bientôt, je pense, cette année. Donc ceux qui sont peut-être moins à l'aise en anglais. Il y a quand même un peu de texte sur les cartes. Donc si vous êtes moins à l'aise, peut-être attendre la version française, mais j'ai vraiment trippé. Ceux qui aiment les jeux avec beaucoup d'interaction, c'est un jeu pour vous autres. Combien de joueurs? Je pense que c'est 2 à 5. OK. Ouais. Ça joue très bien à 2 joueurs. Moi, quand je l'ai essayé, la première fois, on était 2. Ça joue très bien. Ça joue très bien aussi à plusieurs. Comme il y a du contrôle de territoire, c'est sûr que c'est optimisé. Si on est plus que 3, ça devient plus intéressant. Ça prend du monde pour que ça soit attrayant. Effectivement. Donc, c'était mon numéro 5, Tyrant of the Underdark. Bien content, je ne l'ai pas dans ma liste. Je ne l'ai même pas essayé. Tu l'as pas essayé, non? Non, mais c'est un thème un thème que tu vas aimer. Que je vais sûrement aimer.
Pour ma part, je suis dans le grand classique. Même, on peut dire le précurseur. On en a parlé brièvement au début et on parle de Dominion. Alors, sans grande surprise, je me devais de le mettre à mon classement. C'est quand même... c'est le père des deck building. C'est le père des deck building. Il y a une controverse aussi là-dessus. Il y en a qui s'amusent à dire que c'est pas le premier ou pas. Mais bref, celui qui l'a popularisé. Et il ne s'est pas assis sur ses lauriers. Il en a fait des extensions jusqu'à tout récemment. Il y en a encore, je pense, en 2017 de prévu. Ils ont sorti une nouvelle édition. Oui, si longtemps que ça. Ouais, exact. Une deuxième édition. Puis même, c'est rendu que les extensions ont des deuxièmes éditions. Fait que c'est pour dire que le jeu est très vivant. Donc, on est dans le classique, mais lui, il n'a pas besoin de flafla. Par sa simplicité, fait en sorte qu'il est vraiment attrayant. On a juste des provinces ou des duchés, des jardins. Donc, on a des points de victoire à aller faire. L'aspect un petit peu, vu que c'est le premier, un peu plate, c'est quand on en a beaucoup dans le deck, ça devient lourd un petit peu à gérer. Mais sinon, il y a beaucoup de types de cartes et on les prend pas tous. Donc, on compose un marché qui va différer d'une partie à l'autre. Donc, si on a des personnes qui n'aiment pas jouer avec des confrontations, on peut carrément mettre de côté des cartes d'attaque et se concentrer sur des cartes d'exploitation. Donc, on peut l'adapter à chacune des personnes. Il y a un aspect, en regardant, là, j'ai vu que as-tu joué à Intrigue? Non. Bon, on parle d'intrigue qui est bien cotée aussi par rapport au jeu. Et on est capable de monter ça jusqu'à, je pense, 6 joueurs. Et on peut monter jusqu'à 8 avec 2 tables. Je ne sais pas comment jouer sur 2 tables en même temps, mais bref, je serais bien curieux de l'essayer. Il pousse la thématique un peu plus loin à chaque fois, puis c'est ce qui fait qu'il est encore très haut coté, il est encore dans mon top 5, puisque c'était en 5e position, et c'était Dominion. Un grand classique. Un grand classique. Alors, on poursuit pour la 4e position. Donc, mon jeu, un jeu sorti en 2016, une campagne Kickstarter. Une petite campagne. Oui, un jeu totalement inconnu. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Il est sorti de nulle part, il n'était pas attendu. Ça m'a pris un essai pour me convaincre. J'étais vraiment pas convaincu, mais en l'essayant, j'ai été séduit par Heihan's Hen. Alors, petite thématique science-fiction un peu, mais un hybride, on va dire. Un hybride. Donc, invasion de la planète par des monstres. On doit incarner des personnages qui se sont découverts des pouvoirs, qui vont les activer avec des gemmes qu'on va aller chercher pour aller lancer des sorts. À prime abord, ça a l'air assez banal. Il y a quand même plusieurs éléments innovateurs qui ont été incorporés dans les jeux, dans le jeu en tant que tel. Bon, chacun a une fiche de personnage. Et au-dessus de la fiche de personnage, on a une série de portails. Alors, on a des portails, on arrive en jeu avec certains portails ouverts, certains portails fermés. On doit les activer, dépenser des points pour pouvoir activer un portail, le retourner pour être en mesure de programmer des sorts supplémentaires. Donc, chaque portail peut recevoir un sort. On peut donc aller jusqu'à 4 sorts pour pouvoir se défendre et attaquer le deck du boss. Du méchant. Du gros méchant. Alors ça, ici, on en a un exemple. Donc, on a chaque personnage a une thématique et chaque vilain a son propre deck de cartes très différents les uns des autres. Puis même la façon de les jouer d'une partie à l'autre, c'est complètement différent. Donc ça, c'est un aspect très le fun. Donc, on programme les sorts et on doit les mettre en jeu, mais quand on les joue, ils ne sont pas actifs ce tour-là, ils vont être actifs seulement à partir du tour prochain et on décide quand est-ce qu'on jette les sorts. Donc, on peut faire une réserve de sorts pour être capable éventuellement de faire une attaque massive sur un objectif en particulier. Donc, on a vraiment une belle gestion à se faire à ce niveau-là. Autre aspect aussi un petit peu inusité, on a un deck de cartes et on ne brasse jamais. Oui, ça c'est vraiment mélangeant. On n'est pas habitué. Hein. C'est le premier réflexe qu'on a, c'est de brasser des cartes. Et là, on a un deck. Non, il faut les jeter de la bonne façon, dans l'ordre qu'on va vouloir, et on va le retourner. Ils vont réapparaître dans le même ordre. Donc, on a à penser quand est-ce qu'on joue nos actions avant les autres pour que les cartes arrivent en même temps. Ouais, c'est cool. C'est vraiment original. Oui, c'est original. Puis c'est pas grand-chose. C'est un petit détail, mais c'est ce qui fait de la particularité du jeu. Puis même la mécanique des portails, ça peut sembler anodin, mais souvent dans un deck building, le problème, c'est qu'on accumule des cartes, là notre deck grossit, puis là on devient moins performant parce que nos cartes sortent moins bien ensemble. Exact. Mais dans lui, on va préparer des sorts qu'on va laisser sur notre plateau.
puis on peut les accumuler, puis là, après ça, dans 2 ou 3 tours, lancer On une peut grosse préparer attaque. nos actions. Donc, on peut dire, on va, d'ici 1 tour, 2 tours, 3 tours, je vais être suffisamment fort parce que je me suis mis des sorts en réserve pour pouvoir faire ce que je veux faire. On n'est pas l'esclave de ce qu'on va piger dans... Il y a moins de hasard parce qu'on peut programmer nos actions. Fait que ça, c'est très intéressant. L'autre aspect très intéressant du jeu est le deck vraiment de vilains. Les decks de vilains sont très différents les uns des autres, très bien balancés, puis la thématique est différente. Chaque partie que j'ai fait, ça s'est terminé dans la dernière action avec une carte dans le deck de vilains ou par une défaite ou une victoire, mais c'était toujours très bien balancé. Donc, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gameplay pour pouvoir partir. D'ailleurs, généralement, c'est le défaut des Kickstarter. On reçoit des jeux puis ils ne seront pas tout à fait fignolés à ce niveau-là. Celui-là, au niveau de la mécanique, il a été parfaitement fignolé. Par contre, ce qu'ils ont mis de côté, si on veut, c'est la qualité des composants. Le matériel. Oui. Les cartes sont quelconques, les portails ici, du petit carton, donc c'est un petit peu le défaut du jeu, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu, c'est toujours agréable à jouer. Puis la nouvelle campagne qui vient de sortir, avec une nouvelle extension, ont réédité les cartes, donc je m'attends à ce qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Bien hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est une de mes belles surprises de l'année 2016. Et c'était mon numéro 4. Oui, c'est vraiment cool. J'ai joué une fois là, avec LP. Vraiment intéressant. Ça me faisait penser un peu à Sentinel of the Multiverse, mais version deck building. Là, au lieu d'avoir un deck statique, on construit notre deck avec les cartes qui sont présentes à chaque partie. Puis aussi, je pense qu'il change d'une partie à une autre, les cartes qui sont disponibles. Oui. On en met un certain nombre, donc ça fait une belle rejouabilité autant pour les cartes disponibles que pour le vilain. On peut affronter un vilain différent, puis la partie est totalement différente. Alors, c'était mon numéro 4. On passe au... Ah oui, c'est au mien, là, je m'en allais couper. C'est à ton tour, là. OK, mon numéro... Ah, j'ai triché pour mon numéro 4. C'est pas un jeu de cartes. Hey. Bon, oui, je me suis posé la question. Ouais, on en a parlé au début, donc le concept deck building a fait naître des petits-enfants. Donc, c'est un jeu de bag building, c'est le jeu Orléans. Donc, on a... C'est sûr qu'il aurait été dans mon top. Lui ici, c'est un hybride. On a pris un jeu euro style placement ouvrier qu'on a mélangé au concept de deck building. Dans le fond, c'est les ouvriers qui sont les cartes, qui sont dans un sac. On va en piger un certain nombre au début de notre tour. On va ensuite placer ces ouvriers-là sur notre plateau personnel pour activer des actions, aller chercher des nouveaux ouvriers, aller faire bouger le petit bonhomme sur la carte, ramasser des ressources, placer des petits comptoirs. Donc, c'est un jeu euro, un paquet de façons de faire des points, encore une fois. Beaucoup de stratégies différentes qu'on peut faire. Donc, vraiment, une belle rejouabilité, vraiment originale. Il y a aussi eu quelques extensions, dont une qui le rend coopératif, que je n'ai pas essayé encore, mais que j'ai. Comme vous savez que j'aime beaucoup les jeux coopératifs, ça va venir avec le temps. Tu l'as joué? Et également, il y a une version solo dans l'extension coopérative. Ah, OK. Mais c'est des scénarios. C'est des scénarios. Okay. Ouais, dans le fond, tous les jeux coopératifs, on peut les jouer solo souvent. Exact. Oui, exact. Ses défauts, le visuel. Tu l'as pas aimé? Moi, je l'aime. Ah non, moi, j'ai trouvé que ça... Dans le jeu, c'est pas si peu. La boîte. La boîte du jeu. Non, moi... Pas une boîte qui peut attirer dans un magasin. Là. OK. Ben moi, ça faisait l'esprit vitrail, moyenâgeux. Moi, je trouvais que c'était vraiment adéquat avec la thématique. Mais le gameplay, c'est vraiment cool, vraiment le fun. Donc, même si c'est pas un jeu de deck building, c'est un jeu de bag building et c'est mon numéro 4. Et c'est approuvé. Orléans. Très bon. Pour ma troisième position, c'est un jeu que Martin a déjà mentionné. C'est Pathfinder Adventure Card Game. Très bon. Donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup de jeux coop sur ma liste. C'est vraiment une des belles expériences de jeu que j'ai eues dans la dernière année. J'avais acheté une des boîtes, là, celle avec les pirates. Qui est la première extension. La deuxième boîte, la deuxième qu'ils ont fait. Donc, dans le fond, c'est qu'ils ont fait plusieurs boîtes de base, puis après ça, avec la boîte de base, on peut acheter les petits paquets d'aventures pour faire la quête au complet. Et toujours 7, je pense. Dans le fond, c'est ça, une boîte. Dans une boîte, il y a 5 scénarios, puis chaque... on a la première année de la campagne, si on veut, il y a 5 scénarios. C'est inclus dans la boîte de base, puis après ça, on achète les 5 autres pour faire la quête au complet. Fait que c'est 30 scénarios pour faire une quête. Fait que vous avez un minimum de 30 parties
plus il y a un scénario bonus, le scénario de base qui est dans la boîte de base aussi. Ouais, Vous avez 35 scénarios. Plus on avait un scénario promo ça fait 36 scénarios. Ça fait beaucoup de parties. Puis quand vous perdez un scénario, vous le refaites. Fait que là, tu sais, on a au minimum une quarantaine de parties pour faire la campagne au complet. Il y a peu de mes jeux dans ma collection que je peux dire que j'ai joué 40 fois. Celui-là, oui. Celui-là, c'en est un. Donc, on l'a acheté l'été passé, on l'a terminé il y a 1 ou 2 semaines, la campagne. Je jouais avec ça avec un couple d'amis. Fait que des fois, un soir, de semaine, on fait 1 ou 2 parties, on avance notre aventure, notre quête. On a toujours le goût d'y rejouer. Hein. Donc, c'est ça, on a toujours le goût de continuer avec les mêmes personnes, c'est le fun. Le feeling, l'évolution de notre personnage, c'est vraiment trippant. Ouais. De dire, OK, là, je viens d'obtenir un nouveau sort, mon personnage, c'est vraiment fort. Ça va m'aider. Puis le feeling aussi, quand on déballe une nouvelle boîte, parce que dans le fond, il y a 6 boîtes dans l'aventure. Quand on déballe la nouvelle boîte, là, on voit les prochaines cartes qu'on va pouvoir obtenir. Ben, on les classe dans la boîte principale. Nous autres, on les regardait, on était comme, ben là, moi, je veux cette affaire-là. Donc là, t'as hâte que ça revienne dans une des aventures. Moi, je regarde la surprise de leur tes mains cachées. J'ai mes cachées. T'es bon. Je suis bon. C'est vraiment bon. Fait que ce feeling-là, il est le fun, le feeling de nouveauté, qu'on déballe des nouvelles cartes, qu'on ajoute des nouvelles cartes dans notre jeu. Le jeu devient de plus en plus difficile parce qu'à un certain moment dans l'aventure, les monstres de faible niveau ou les pièges de faible niveau, on va les enlever carrément de la boîte, on ne pourra plus les repiger dans une aventure. Même chose avec les équipements de base, on finit par pouvoir les épurer. Fait que ça, je pense que c'est très bien qu'il ait pensé à ça. Une façon de faire évoluer le jeu, que ce soit un peu plus difficile aussi. Et puis les derniers scénarios sont très difficiles. Le dernier boss, on a gagné vraiment à l'arracher. L'as-tu fait plusieurs fois? On l'a réussi du premier coup, mais ça a tout pris. Là. Il y a un joueur qui restait une carte. Fait que s'il se faisait blesser ou s'il avait besoin de piger une carte qui était faite. Donc c'était vraiment... Il y a une belle tension. On a un gros thrill à jouer à ce jeu-là, puis la finale était vraiment épique. Donc, jeu de campagne, jeu évolutif, c'est un jeu de dungeon crawl, mais seulement avec des cartes. Son petit défaut, peut-être le placement initial qui peut être long parce qu'il faut construire les paquets de cartes. Oui, mais chaque deck a le nombre de cartes selon le nombre d'items. C'est ça. Quand on le fait à la gang, ça se fait quand même bien, là, mais c'est vraiment trippant. Si vous n'avez pas essayé ça, puis si avec votre gang vous cherchez un jeu campagne, allez acheter ça. C'est sûr que vous allez arriver dans votre argent, vous allez jouer 40, 50 parties pour faire l'aventure au complet. C'était mon numéro 3, Pathfinder Adventure Card Game. Mais je l'ai celui que tu as fait, mais je n'ai pas encore essayé. Tu as joué la première campagne? J'ai joué la première campagne. Okay. Les personnages de base. Mais bien hâte de réessayer celui-là. Donc, pour ma part, mon numéro 3, on y va avec un concepteur qui est un champion des mécaniques croisées. Plusieurs jeux ont été faits par lui qui ont eu du succès dans les dernières années. Et je parle ici de Mombasa. Alors, on parle d'Alexander Pfister. Récemment, il y a Great Western Trail qui a été sorti, qui se classe aussi dans la catégorie deck building, mais comme la mécanique est vraiment secondaire dans le jeu, je préfère de loin Mombasa, qui lui, les cartes sont à la base du jeu. Donc, on investit le continent africain pour investir dans des compagnies. 4 compagnies sont présentes sur le board. Alors, une compagnie de café, une compagnie de bananes, une compagnie de coton. Il m'en manque une. J'ai pas joué, ça peut pas t'aider. Bref, 4 ressources qu'on doit exploiter. Donc, on a dans nos cartes les cartes en question qui ont des valeurs selon l'espèce qu'on va prendre. Et on doit les jouer. Et l'aspect très intéressant là, du jeu, on les joue devant nous et les cartes qu'on va jouer ne seront pas accessibles au tour prochain. Donc, et on les met en série selon le nombre d'espaces qu'on a pour jouer. Et on fait des paquets de cartes devant soi et à chaque tour, on peut reprendre seulement un paquet de cartes. Donc, on a vraiment une gestion de main à faire, vraiment un casse-tête très intéressant parce que tout ce qu'on joue n'est pas accessible et on peut seulement en ramasser un des paquets. Donc, cet aspect-là, c'est, à mon avis, c'est ce qui fait le jeu. Donc, on parle de gestion de main de cartes. Et on a également un marché commun pour lequel on va renforcer notre deck de cartes. On va aller chercher des personnages
tel un bookkeeper qui nous permet d'aller investir dans les compagnies. Donc, on a un encrier qui se promène sur une piste de pointage. Alexander a toujours un paquet de façons de compter des points dans ses jeux. Ah oui. Ça, c'est remarquable. On a des explorateurs qui vont nous permettre également, on a des contrôles de territoire à faire sur le continent. Donc, il y a beaucoup de mécaniques, mais l'aspect de deck building est très présent dans ce jeu-ci. Donc, c'est pourquoi je l'ai pris. Il y a également un diamant qui se promène sur une piste de diamants. On a quelqu'un qui va aller creuser pour aller chercher des diamants. Donc, on peut aller faire des points de cette façon-ci. Il y a beaucoup de façons de faire des points. Par contre, comme je dis, le deck building est vraiment intéressant. Tu ne l'as pas essayé, mais je te le propose. En tout cas, moi, ça a été un coup de cœur de l'année dernière. Je l'ai essayé l'année dernière. J'ai vraiment aimé. As-tu fait un challenge solo pour ça? J'en ai fait un. Mais c'était un qui était difficile à adapter. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout le monde investit dans les compagnies de café. Et on a une piste qui est commune à tous, et on a des jetons qui se promènent sur les pistes. Et à la fin de la partie, chaque compagnie va donner des points, mais selon le nombre de parts qu'on va avoir investi. Okay. Fait que donc, tu vas des fois favoriser une compagnie, et là, quelqu'un va te laisser aller, mais à la fin, il va s'acheter pas mal de parts de cette compagnie-là. Fait qu'il a travaillé pour lui. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu regardes qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que tu vas faire, vas-tu investir, dans quelle compagnie, laquelle va se développer. Il y a vraiment un beau challenge à ce niveau-là. Oui, fait que le challenge-là n'a pas été facile à faire, mais oui, on en a un fait sur le site si vous allez visionner. Je vous incite à le faire. J'ai toujours entendu parler en bien de ce jeu-là, par exemple. J'ai vraiment hâte de l'essayer. En tout cas, on essayera une partie. OK, parfait. Alors, c'était mon numéro 3, Mombasa, de Alexander Visser. Alors, on est déjà rendu au numéro 2. Ça va vite. Ça achève. Et on s'en va des jeux qui risquent de se retrouver autant sur ta liste que sur la mienne. On a des goûts similaires souvent. Alors, ma deuxième position, un hybride entre un jeu, pas un hybride, un jeu de plateau deck building. Donc, à mon avis, c'est nouvelle évolution. On a vu une intégration. Des fois, le plateau, ça a juste à mettre des cartes. Ouais. Souvent, c'est le cas avec un deck building. Ce jeu-là a vraiment un jeu de plateau qui est intégré au deck building et les actions des cartes sont en lien avec le plateau. Donc, très intéressant. Ça a comme amené le deck building à un autre niveau. Et le stress généré par le fameux dragon. Oh! Faut pas faire trop de bruit. Oui. Pas le réveiller. C'est Clank. Ceux qui connaissent Clank, excellent deck building, donc qui se passe sur un plateau pour lequel on est des voleurs. On doit pénétrer dans un château, aller voler des artefacts au dragon, en ressortir vivant autant que possible. Et tout ça en faisant le moins de bruit possible. Par contre, à chaque fois qu'on va se déplacer, qu'on va avoir une carte qui va générer du bruit, on en cherche une. Carte qui fait du clank, 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 clank. Bref, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on prend une carte qui génère du bruit, on ajoute des cubes de notre couleur dans un sac. Et à chaque fois qu'une carte avec un dragon est pigée, le dragon se réveille et va aller piger dans ce fameux sac-ci. Alors, il peut sortir autant des cubes de notre couleur que des cubes noirs, que des cubes neutres qui n'aura pas d'incidence sur les joueurs. Et les cubes qui vont être sortis, c'est nos points de vie. On met ça sur une charte de points de vie et lorsqu'on arrive à... Est-ce que c'est 10? Je pense que oui, j'ai jamais compté. Moi non plus. Bref, quand on arrive au bout avec la tête de mort, c'est la fin. Donc, c'est vraiment une course. Donc, l'aspect aussi intéressant, c'est qu'on a des chemins qui se recroisent. On est ça se joue à 2 à 4. Maintenant, 1 à 4 avec l'application en ligne. Il y a une application en ligne, pas mal de fun avec Renegade. Donc, on se déploie puis on va vers l'artefact qu'on va aller chercher, mais souvent, ça coïncide avec celui de mon partenaire, donc je dois me dépêcher à y aller avant lui. Donc, l'aspect deck building a vraiment une double signification. C'est pas uniquement des points de victoire, c'est également des points de déplacement, d'éviter de faire des clinks, en créer à nos adversaires. Vraiment une belle réussite toute la ligne. J'ai même acheté l'extension récemment qui ajoute l'aspect sous-marin. Je l'ai pas essayé encore. Moi aussi, je l'ai acheté, mais j'ai pas essayé. Moi aussi. On l'essayera ensemble. On vous en parlera une autre fois. À suivre, mais non, je trouvais ça vraiment intéressant. Ils ont quand même amené ça de l'autre côté. Le plateau est réversible aussi, du niveau de difficulté. Vraiment un jeu qui a parfaitement intégré parce que certains jeux, je vous ai parlé d'autres jeux, la mécanique deck building est accessoire ou entourée d'autres choses. Celle-ci est vraiment intégrée au jeu.
Vraiment mon coup de cœur en deuxième position, c'était Clank. Clank. J'aime beaucoup trop ce jeu-là. Fait qu'on va en parler On va tantôt. en parler. C'est bon. Je te passe le sac dessous. Ok, merci. Pour moi, mon numéro 2, c'est un gros jeu de cartes. C'est Legendary. Puis j'ai choisi le. Non, c'est ça ton numéro 1? Ben, on verra. Ah, ok. Donc, j'ai choisi la version Marvel parce que, bon, il y a la version Alien, Predator, Firefly, Big Trouble in Little China. Oui, à toutes les sauces. On a Buffy qui s'en vient cet été. Donc, Legendary, c'est un jeu à la base qui est semi-coopératif parce qu'il faut qu'on combatte un vilain en commun. Mais à la fin de la partie, on va compter les points, savoir qui gagne. Oui. Personnellement, moi, je le joue coopératif au lieu du semi-coopératif, mais ça, c'est vraiment mon goût à moi. Là. Vous pouvez... T'aimes la coop. J'aime beaucoup le coop, c'est ça. Donc, c'est un jeu dans le Marvel, les super-héros, les X-Men, les Avengers, c'est évidemment mes héros de jeunesse. J'ai grandi en lisant ces BD-là. Donc, ouais. Donc, j'adore vraiment cet univers-là. En as-tu encore? Oui, je les ai encore gardés. Moi aussi. T'en as pas mal? 10 000? Ah, mais si, plus que des board games, finalement. J'en ai pas mal. Donc, à Legendary, on part avec notre deck de départ avec des agents du Shield. On va aller recruter des cartes qui représentent les différents héros qu'on a choisis. Pour une partie, on va prendre 5 héros qu'on va mélanger ensemble. Ça va être les héros qu'on va recruter. On va ensuite fabriquer le deck de vilains. On va choisir un super vilain à combattre. Magneto, Doctor Doom, Red Skull, Apocalypse, Thanos. Il y a 10 000 extensions qui existent déjà. C'est incroyable. Ils viennent d'en sortir un nouveau là, qui est Legendary X-Men encore. Donc, il y a des possibilités presque à l'infini de combinaisons qu'on peut faire de vilains Oui, de parce héros. que tout ça se mélange ensemble, c'est tous les mêmes symboles. Donc, Puis on a aussi le plan du super vilain qui appelle le scheme, là, qui change, qui va donner des règles spéciales dans certains scénarios. Fait que les possibilités sont vraiment folles. On se tangera jamais de jouer à Legendary. Ce qui est le fun pour les amateurs de BD, c'est que chaque scheme est inspiré d'une histoire qui s'est passée dans les BD. oui, si vous connaissez l'univers, vous allez voir les parallèles. Exactement, vous allez voir les petits clins d'œil, donc c'est un plus encore une fois pour les fans de BD. C'est probablement après Pathfinder, probablement le jeu que j'ai joué le plus après c'est Legendary. Quand tu as eu le temps de le mettre en place. Ouais, parce qu'il est quand même long à préparer. Là. Il joue en solo, donc en solo c'est un méchant défi de tout faire les paquets au début, toutes les séparer à la fin aussi, qui est très long. Là. Ouais. Mais ça reste un excellent jeu, donc Legendary Marvel, c'est mon numéro. On va peut-être en parler aussi. Ah, c'est une méchante coïncidence. Et nous sommes déjà rendus au numéro 1, qui va être une grosse surprise. Les punchs sont vendus. Ou une répétition du numéro 2. En tout cas, pour moi, mon numéro 1, c'est Clank, The Deck Building Adventure Game. Donc, Clank, on en a parlé tantôt. Donc, on est des voleurs dans un donjon. On a l'aspect course. On a le plateau qui est super interactif avec ce qu'on va jouer. On va avoir 3 ressources à gérer. On va avoir l'expérience qui nous permet d'acheter des nouvelles cartes. On va avoir aussi l'attaque qui nous permet de battre des monstres qui sont des cartes, qui donnent des choses quand on va les battre, de l'argent. Ou on va avoir à battre des monstres qui sont imprimés sur le plateau quand on se déplace, pour pas qu'ils nous fassent des points de dommage. Et on va avoir comme 3e ressource, et la première la plus importante, et celle qu'il ne faut pas négliger, le mouvement. Donc, on doit jouer des cartes avec du mouvement pour se déplacer sur le plateau. Sinon, ça avance pas vite. Parce que des fois, on n'est pas habitué d'avoir du mouvement dans un deck building. Des fois, on construit notre deck, on avance, puis là, on achète des cartes, puis c'est le fun. Là, maintenant, notre deck grossit, mais on n'a pas acheté trop de cartes de mouvement. Fait que là, on peut passer 1 ou 2 tours à la même place, puis ça avance pas. Puis à la fin de la game, d'être pris à une place dans le donjon, c'est pas une bonne idée. Non. Donc, il faut acheter beaucoup de mouvement. Je pense qu'ils ont réussi vraiment à faire un très bon jeu hybride, le deck building et plateau et le feeling, la course. C'est un jeu aussi, on réussi à implémenter du pusher luck d'une façon intéressante. L'aspect de, OK, ben je vais acheter des cartes qui ont du clank, c'est pas grave. C'est pas mon style. Je vais mettre beaucoup de cubes dans le sac, mais je vais essayer de foncer puis d'aller rapidement. Moi, je fais ça souvent, c'est très drôle. Puis il y a une partie, justement, où j'ai fait ça, puis je suis mort lamentablement dans le fond du donjon. Mais des points de vie disparaissent vite ça crée des expériences de jeu fun. Je m'en rappelle encore de cette partie-là. Puis même si je suis mort après 15 minutes qu'on a commencé la partie, j'ai eu du fun, puis on a ri. Puis mais tu parles de timer. Ben ouais, puis
Ben, puis les autres gars avec qui j'ai joué, ben, vous vous en rappelez de cette partie-là, là? Ah, c'est vraiment chaque expérience est mémorable. Donc, c'est vraiment un beau mariage de mécanique, vraiment trippant. Donc, c'est mon numéro 1 deck building, mais c'est aussi mon numéro 1 tout jeu confondu. Donc, ah oui? Ouais. Oh. Donc, Clank. Si vous n'avez pas essayé ça, ben là, allez-y tout de suite. En courant. Ouais. Alors, mon numéro 1, on en a parlé aussi également. On parle de deck building. J'ai resté dans l'esprit jeu de cartes. Et j'y étais avec Legendary. Alors, mécanique simple, des belles compositions de combos de cartes selon les symboles qui sont disponibles. Mais pour ma part, j'ai une petite affection pour Alien Encounter. Pleinement coopératif. Donc, on doit passer à travers le deck de cartes. On parle ici de Alien, on a la reprise des 4 films de Alien. Vraiment, la thématique est très bien amenée, ça respecte l'esprit des films. Les personnages qu'on recrute sont les personnages de chacun des équipages de chacune des missions. Et en prime, on a également un personnage que nous, on va incarner, pour lequel on a des points de vie et une défense. Donc, on a cette gestion-ci à faire, puis chaque personnage a des compétences particulières. Donc, l'aspect coopératif embarque en ligne de compte à ce moment-là. L'aspect bien le fun, comparativement peut-être à Marvel, les aliens qui arrivent en jeu se promènent dans des conduits de ventilation. On n'a donc aucune idée qu'est-ce qui s'en vient. Ils sont cachés. Alors, il faut scanner l'endroit pour pouvoir les voir, pour être capable de retourner la carte. Sinon, ils arrivent dans notre face et on les découvre à ce moment-là. Et là, on n'est vraiment pas préparé dans notre deck pour faire face à la situation. Donc, c'est un peu un plus à ce niveau-là. Également, au niveau des blessures, on peut être victime d'une fécondation. L'alien peut vous pondre un œuf. Facehugger. Et là, on a un tour pour s'en débarrasser. Sinon, malheur à vous, vous allez probablement être transformé en alien. Vous pouvez carrément changer la dynamique. Il y a des variantes qui existent un peu plus avancées avec le jeu. On peut prendre un deck de cartes séparées, devenir un alien. Et là, on change de clan si on veut. Donc, très, très bien amené. Autre aspect aussi, le fun, c'est dans la thématique du premier film, un des membres de l'équipage avait un agenda caché. Alors, on peut jouer avec des agendas, savoir si on va respecter. Chacun a des missions séparées et certains vont jouer de façon à se foutre un peu de l'équipe, mais compléter leur mission. Donc, il y a un petit soupçon qui s'installe, qui joue quoi, de quelle façon, pourquoi tu as joué ça. Donc, très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est le même succès que Legendary Marvel, amené à la phase un petit peu plus loin, peut-être pas un peu plus pour gamer, mais très très fidèle au film, vraiment. Moi, très thématique. Très thématique, oui. Ouais. Il y a plusieurs autres thématiques, je ne les ai pas tous essayés, mais moi j'ai vraiment adoré Alien. J'aimais à la base la thématique science-fiction des films. Donc j'ai vraiment accroché là-dessus. Même une extension est sortie récemment. C'est 400 nouvelles cartes qui ont été sorties. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui peut jouer la reine aussi dans l'extension. Oui, c'est ça, exactement. Je ne l'ai pas essayé, mais il faut pas essayer. Oui, j'ai essayé. Ouais. Mais pas que la reine, mais juste le scénario de plus qu'il y a dedans. Et le storytelling est vraiment intéressant parce que les decks qu'on rencontre, on a vraiment des actions inusitées à faire. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, ça revient, puis on se dit « Oh, j'ai pas ça, ce type de carte-là dans mes mains, ça va m'en prendre pour passer à travers, sinon je suis fait. » Mais tu le sais juste quand la carte se retourne, donc il y a vraiment une belle... quand on le laissait pour la première fois, c'est plein de belles surprises. Ce qui est le fun, je trouve, c'est la gradation aussi dans la partie. Parce que le deck est divisé en 3 tiers. Ouais. Le premier tiers, les ennemis sont peut-être un peu plus faciles. Le deuxième tiers, ils sont un peu plus forts. Et dans le dernier tiers, les ennemis sont vraiment forts. Il y a le boss final aussi qui est là. Ils ne nécessitent pas nécessairement toujours les mêmes ressources pour les battre. Donc, tu peux monter un deck pour être fort pour un type de ressources, mais là, tu n'es pas capable de rencontrer un des objectifs difficilement. Parce que des fois, à Legendary Marvel, tu fais ton deck de vilains, tu le mélanges. Là, ça se peut qu'en début de partie, ça soit tous des vilains qui sont à 6 ou 7. Ouais. Là, tu peux pas les battre, ils sont trop forts. Puis là, ils sortent tous, puis là, bon, t'es pénalisé. Puis si ton scheme fait que quand ils sortent, tu perds, la partie dure pas longtemps. Mais
si on a ajouté cet aspect-là avec des decks, fait en sorte effectivement que c'est encore plus compliqué à monter le deck. Ouais, c'est plus long. Ouais, c'est Parce plus que là, long faut que à tu regardes défaire. tes cartes, mais ça c'est vraiment mineur si vous appréciez l'expérience de jeu. Deck building, à mon avis, ça répond vraiment à ce qui est un excellent deck building. Puis coopératif d'un bout à l'autre, et puis une histoire qui suit fidèle au film. Donc c'était mon numéro 1, deck building. Un excellent choix. En tout cas, numéro 1 et 2, c'était des très bons choix. On s'assinera pas longtemps. Non, super. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des jeux de deck building. Si vous êtes d'accord ou pas avec nos choix, ben, vous pouvez nous laisser des commentaires dans le bas de la vidéo. Toujours bienvenue. Merci Martin d'avoir participé à ce top 10. Merci David de l'invitation, bien apprécié mon expérience. Ça me fait plaisir. Donc Martin de la Société des Jeux, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, surtout si vous êtes un joueur de jeux solo. Pas uniquement, mais oui, surtout. Donc merci beaucoup. Nous, on va se revoir avec un autre top 10 probablement dans le courant de l'été. Donc j'aurai le temps d'aller en tourner quelques-uns. Alors, pour l'instant, vous pouvez continuer à nous suivre sur la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre, Martin et moi, sur Passion Board Game. Oui, c'est mon mentor. Donc, je suis son maître Jedi sur Passion Board Game. Et moi, le Padawan. Donc, on écrit des articles et on fait du contenu avec d'autres YouTubers ou d'autres passionnés de jeux. Donc, allez voir ça, passionboardgame.com. Je vous dis bonne journée et continuez de gamer.